C'est la société Altarea Cogedim qui va maintenant venir nous parler. Il s'agit de Jean-Frédéric Henry, le directeur général, et de Jean-Paul Viguier, architecte du cœur de la Défense. C'est à vous, messieurs, bonjour. Je vous propose de prendre un micro pour mieux me parler. Est-ce qu'on peut révolutionner le cœur de la Défense quand on l'a construit ? Révolutionner, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, Cœur Défense était un projet. J'ai souvent comparé, vous savez, je suis très amateur de Roland Barthes et j'aime beaucoup ses écritures blanches. Voilà. C'est-à-dire que quand vous lisez ces écritures blanches de Roland Barthes, c'est ce que vous voulez y voir que vous lisez en réalité, et non pas ce qui est écrit. Donc c'est le génie de l'écriture de Roland Barthes. Moi, ce que j'ai voulu faire dans Cœur Défense, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est un projet dans lequel vous pouvez projeter vos désirs et vous pouvez projeter votre envie de l'occuper et que cela tienne dans le temps. Vous voyez, vous êtes dans un endroit ici qui a 15 ans, exactement. Un truc qui fait très moderne voilà, et dont on parle de révolution. En tout cas, c'est comme on dit en anglais, c'est timeless. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien à quel moment ça a été construit, mais ça convient toujours. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut y faire quelque chose de nouveau, on peut le faire. Et ça colle. Et on n'a jamais, comme dans les immeubles des années 80, cette impossibilité continuelle en disant tu peux pas le faire, il y a un poteau, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a pas de limite. Voilà. Et donc je pense que Cœur Défense c'était quelque chose comme ça. Donc dans ce sens, pour répondre à votre question, c'est un effet révolutionnaire. Voilà. Et aujourd'hui, la révolution, laquelle est-elle ? Qu'est-ce que c'est que cette révolution du travail aujourd'hui ? C'est le cadre du travail qui doit être révolutionné, réinventé, innové ? D'abord, il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. D'abord, il y a les gens qui ont changé. Le travail lui-même a changé. Oui. C'est-à-dire, avant de se préoccuper pour savoir comment on l'accueille, le travail a changé. Le travail est beaucoup plus partialisé, il est délocalisé, toute la nouvelle économie des startups et du coworking, tout ce dont maintenant on se préoccupe à modifier complètement l'usage des immeubles de bureaux. Donc le travail a changé en lui-même, quoi. Ensuite, aujourd'hui, on essaie de moins en moins d'avoir un emploi, oui, mais un travail. Oui. C'est-à-dire l'emploi, c'est pas drôle, quoi, oui, d'avoir un emploi. Un travail, ça, c'est excitant. C'est-à-dire de poser la question de savoir ce que je fais, à quoi ça sert, pourquoi je le fais, quelle est ma passion, voilà. Donc on se pose plus la question de la même manière qu'on se l'a posée. Par exemple, très souvent, dans le passé, les immeubles reflétaient la hiérarchie des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Un directeur avait 40 mètres carrés, un sous-directeur 38, avec une secrétaire, et etc. C'est-à-dire que quand on regardait un immeuble, on voyait tout de suite comment la hiérarchie de l'entreprise était localisée. Aujourd'hui, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que quand on regarde un bureau, on voit les gens qui, au contraire, cherchent la mobilité, les contacts, la discussion, le rapport avec les personnes, etc. C'est ce que disait Jean-Frédéric dans la réunion de tout à l'heure, quand il disait que le paradoxe, c'est que chez Google, qui est un des endroits les plus connectés du monde, et où les gens pourraient faire ça chez eux, en réalité, ils n'ont qu'une idée, c'est d'être ensemble dans le même local, quoi, voilà. C'est ça qui est intéressant. Comment vous vous connaissez ? Comment vous êtes rencontrés ? Alors, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets. On a réalisé ensemble un projet qui n'est pas totalement terminé et qui était un prototype de quartier mixte à Nanterre, sur le périmètre de la Défense. On a un quartier de 46 000 m² qui est pour moitié composé de logements sociaux, de résidences étudiantes, de résidences hôtelières, de commerces et pour moitié de bureaux. La première partie est déjà réalisée, la deuxième partie va se lancer bientôt. C'était vraiment un prototype de quartier mixte qui est, je pense, un des grands sujets d'avenir. C'était avant-garde, oui. C'était totalement avant-gardiste et c'est plus que jamais au cœur du sujet, à la fois pour les utilisateurs et pour les grands décideurs, notamment les maires. Comment on fait pour construire ça ? Comment on fait pour concevoir ça ? Alors, c'est très compliqué pour plein de raisons. Il y a des choses toutes simples. D'abord, étymologiquement, le mot bureau, c'est amusant, mais c'est le même pour le meuble de bureau et l'immeuble de bureau. Alors que la fonction a changé. Pour répondre à votre question précédente, ça a changé. L'immeuble de bureau, il ne sert plus seulement à abriter des bureaux alignés où les gens, chacun, font leur production, qui pouvaient se comptabiliser en nombre de mots à la minute pour les secrétaires, en feuillets pour les rédacteurs, en dossiers traités pour les avocats. Non, on n'est plus là-dedans, on est dans un autre mode de gestion et l'immeuble, non pas le bureau, mais l'immeuble de bureau, il doit s'adapter à ces changements-là parce que lui, il doit durer plus vite, il doit durer plus longtemps que le changement qui va se passer dans les modes de travail. Parce que le meuble a changé aussi. Et il va encore changer. Et c'est pas grave.
Mais est-ce qu'il existe encore? Ça, c'est aussi une autre question. Et donc, si on veut que ça continue de changer, il faut que nos immeubles soient plus que jamais hyper optimisés, hyper flexibles, parce que forcément, une entreprise, elle ne va pas aller dans un nouvel immeuble de bureau pour payer plus, pour dépenser plus de mètres carrés, pour occuper plus de mètres carrés, et que ça lui coûte plus cher en gestion. Donc, la demande économique de faire des économies de mètres carrés, de faire des économies de frais de gestion, elle est toujours là. Ça ne suffit plus. L'élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, cette hyper-optimisation, cette hyper-standardisation, elle nécessite autre chose. Elle nécessite des accompagnements. Et les accompagnements, ils sont de nature différente. C'est des espaces tiers, c'est des terrasses, c'est des jardins, c'est des halls, c'est des lieux d'accueil, d'exposition qui permettent de faire autre chose que du bureau. Alors du coup, si je comprends bien, votre rôle est assez crucial parce que vous devez non seulement répondre à une demande de vos clients qui viennent vous voir avec une problématique assez vague et anticiper sur les générations à venir, sur ce quoi va la société, c'est ça? Oui, mais c'est pas une nouveauté. Quand on conçoit un immeuble de bureau, c'est minimum 2 ans ou 3 ans de réflexion et ensuite c'est 2 ans ou 3 ans de construction. Donc ce qu'on imagine, il faut le penser pour dans 6 ans. Donc de toute façon, si on ne fait pas ça, on ne fait pas un bon immeuble. L'immeuble d'aujourd'hui, il est connecté? Il est comment? Les immeubles sont extrêmement connectés, mais c'est ça le paradoxe des situations. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans cette problématique de la fabrication de la ville, qui est essentiellement aujourd'hui non pas une ville créée, mais une ville transformée. C'est ça le mot-clé. On transforme la ville, plus qu'on ne la crée. Bon, la politique de la tabula rasa, par exemple, qu'on n'a pas pratiquée en France pendant des années, les années 70, est achevée. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'existence, sur le patrimoine, sur la culture du lieu pour construire la ville du futur. On ne parle pas de ça. Donc ça crée les racines de l'espace urbain. Et je crois que c'est nécessaire pour créer la ville intense et la ville que l'on désire. Enfin, la ville où il y a de la jouissance d'être là. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on est à la fois connecté, c'est-à-dire qu'on a le monde entier au bout du fil, en quelque sorte. Voilà. Donc, on a cette échelle planétaire du travail, du regard, de la connexion, mais en même temps, on veut une échelle petite, locale, c'est-à-dire qu'on veut que le lieu compte pour soi. C'est-à-dire que, vous voyez, les Anglais avaient inventé ça avant nous. Nous, on a créé les arrondissements dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les Anglais ont créé les boroughs. Voilà. Et entre un arrondissement et un borough, ça n'a rien à voir. Un arrondissement, c'est une invention administrative qui n'a pas de sens pour les gens. Et un borough, c'est un village. C'est-à-dire on connaît les personnes, on connaît les rues, on sait où on est, on a une forme d'identité, une forme d'appartenance par rapport à un lieu. Aujourd'hui, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le borough et on cherche à aimer le lieu où l'on est, à y trouver une forme de jouissance, à l'habiter et à y travailler. Et en même temps, on veut avoir le monde au bout du fil. Comment on voit le monde du travail dans 10 ans, quand on est dans vos métiers, messieurs? C'est des questions qu'on s'est posées, qu'on a essayé de traduire. Pour vous donner un exemple concret, on pourrait présenter le projet qu'on est en train de construire ensemble à Issy-les-Moulineaux, sur le pont d'Issy, qui est un projet emblématique de ces sujets-là. C'est un projet qui, de sa localisation jusqu'au détail de son aménagement intérieur, a été pensé comme ça. Sa localisation, je ne sais pas si on va pouvoir commenter les images du film. D'abord, on peut lancer le film au même moment, on peut lancer la vidéo au même moment pour que vous puissiez les commenter, ce sera plus concret. Déjà, on est à Issy-les-Moulineaux, c'est-à-dire qu'on est au ras du boulevard périphérique, donc à lisière de Paris, le long de la Seine. D'accord. C'est le Paris-Centre du Grand Paris. D'accord. On est sur un pont. Historiquement, c'est les ponts qui ont été les lieux de communication et les premiers lieux habités. Et on a un terrain qui est exceptionnel, qui va permettre de faire un projet de 57 000 m². Et ce projet de 57 000 m², il est à la fois un objet ultramoderne, totalement iconique, qu'a dessiné Jean-Paul Viguier, et un objet historique, qui est une halle dessinée par Eiffel au début du XXe siècle, qu'on démonte, déplace et réinstalle en entrée de ville en y mettant de la vie, de la culture, du commerce en accompagnement d'un lieu de bureau. L'immeuble de bureau, il est plus autiste, il est plus fermé sur lui-même, il est ouvert sur la ville, c'est une entrée de ville qu'on crée. C'est ce qu'expliquait le patron du quartier d'affaires de Chine tout à l'heure. Il disait que c'était aussi un lieu de rencontre, qui faisait que c'était un plus pour l'attractivité au travail.
Et les cinémas, des shopping malls. C'est plus une mise en scène urbaine, si vous voulez, que l'on fait que des bâtiments. C'est-à-dire que la notion de bâtiment a disparu en réalité. Beaucoup de verdure aussi, je vois. Voilà, c'est important pour vous. C'est complètement biophilique comme approche. Et vous voyez, le lieu est iconique aussi. Ce n'est pas n'importe où. C'est l'entrée d'Issy-les-Moulineaux. C'est juste en face de l'île Saint-Germain. C'est au pied de la statue du buffet, de la grande sculpture du buffet. L'intérieur crée une personnalité unique à cet immeuble. C'est-à-dire que cet immeuble n'existe qu'une fois. Et contrairement à ce que l'on avait fait dans le passé où les immeubles avaient des prétentions internationales et se reproduisaient dans toutes les parties du monde, celui-là, il est attaché au lieu dans lequel il a été construit et il ne peut pas être déplacé de ce lieu. Et en même temps, toutes les activités vont s'y produire. Comme Jean-Frédéric venait de le mentionner, on aura ces échanges, ce rapport avec l'extérieur, les entreprises pourront y accueillir des visiteurs extérieurs, il pourra échanger avec la ville d'Issy-les-Moulineaux sur des fonctions urbaines. Donc c'est un petit morceau de vie, c'est un véritable quartier en soi. Tous les services d'accompagnement d'un immeuble de bureau sont là, dès le début. Des restaurants multiples, des salles de réunion, un auditorium, un espace de coworking, un think tank, des cafétérias, des terrasses, y compris des terrasses à l'intérieur. Cet immeuble, c'est 20 ans après Cœur Défense au carré. Avec en plus de la végétation, avec en plus des terrasses habitées, avec en plus ce que Jean-Paul n'a pas pu faire à l'époque, c'est-à-dire du bois, de la chaleur, des matériaux, des couleurs. Vous voyez ces terrasses, 30 mètres au-dessus de la Seine, avec 4 salles de réunion magiques. C'est une des plus belles vues de la région parisienne. Et je pense aussi, vous voyez, par exemple, cette vue montre l'audace, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un bout de cet immeuble qui est en porte-à-faux de 15 mètres dans le vide de la rue. C'est-à-dire que la banalité de l'immeuble disparaît sous le geste, sous l'audace du geste. C'est-à-dire que aujourd'hui, on montre que même un immeuble de bureau qui pourrait être considéré comme finalement un immeuble banal, il y en a tellement. Non, un immeuble est chaque fois particulier et chaque fois donne lieu à des gestes audacieux. Il aussi, je vois des panneaux solaires aussi. Donc vous êtes aussi dans la rhétorique de l'environnement, c'est ça? On est évidemment multi-certifié, on est HQ exceptionnel, on est BREEAM Excellent, on va être certifié WELL. Cet immeuble, c'est l'immeuble iconique. C'est celui qui va être le vecteur de l'image de marque de l'entreprise qui va s'y installer. C'est le symbole d'une nouvelle génération d'entreprises. Écoutez, on a hâte de voir ça, ce qui changera le quartier d'ici les Moulineaux. Bientôt. En tout cas, merci messieurs et félicitations. On vous retrouve très bientôt pendant cette révolution du travail, ce congrès qui dure jusqu'à demain et qui en fait ne fait que commencer parce que c'est toujours, comme on dit en anglais, ongoing, ça continue et ce n'est que le début. Merci messieurs, merci. À très très bientôt et on passe tout de suite à un autre invité. Jingle.